Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Dans ce podcast, nous allons parler de la maladie qu'est l'endométriose, de ses effets indésirables et surtout de l'impact que celle-ci a sur l'intimité et la sexualité des personnes concernées. Je suis avec Chloé, professionnelle du sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Chloé, peux-tu te présenter rapidement à nos auditrices afin qu'elles apprennent à mieux te connaître avant que l'on rentre dans le vif du sujet de ce podcast ? Alors, je m'appelle Chloé Loyacono, je vais avoir 32 ans. Je suis sexothérapeute et je suis aussi présidente de l'association Femmes Endo & Co que j'ai fondée il y a 2 ans, pendant le premier confinement du Covid. C'est une association qui aide les personnes atteintes d'endométriose dans leur quotidien grâce à des ateliers en ligne gratuits. On entend de plus en plus parler de l'endométriose, mais avec tes mots, peux-tu nous expliquer ce qu'est cette maladie, son fonctionnement et quelles sont les personnes concernées par celle-ci ? Les personnes concernées sont plutôt des personnes qui ont des ovaires, c'est à partir de la puberté jusqu'à la ménopause en fait, toute la partie où on est fertile, où le système, où les ovaires fonctionnent, l'endométriose peut être activée à ce moment-là. C'est souvent activé à la puberté, mais ça peut être aussi sur des gros changements hormonaux, par exemple en postpartum ou après des grossesses. C'est pas toujours au départ de la vie hormonale qui peut être active. Et cette maladie, en fait, l'endométriose, c'est la présence de cellules qui sont semblables aux cellules de la muqueuse utérine. Donc, la muqueuse utérine, c'est l'endomètre, ce qu'on perd pendant les règles. Donc, ce sont des cellules semblables qui vont se développer en dehors de l'utérus. Donc, qui ont une localisation qu'on appelle ectopique, donc qui n'est pas normale. Et ces cellules vont fonctionner comme dans l'utérus, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles, qu'elles sont œstrogénodépendantes. Elles sont sensibles en fait à l'œstrogène et elles vont saigner, elles vont réagir de la même manière que l'endomètre, sauf qu'elles sont en dehors de l'utérus. C'est une maladie qui est chronique, inflammatoire, qui peut être récidivante, c'est handicapante. C'est gynécologique pour le départ, mais après qui peut être aussi extra-pelvienne dans certains cas. Concrètement, quels sont les symptômes de l'endométriose ? Alors, il y a pas mal de symptômes. Le premier symptôme, ça va être ce qu'on appelle les dysménorrhées, les douleurs pendant les règles. Alors, c'est des douleurs qui sont très handicapantes, qui vont provoquer des malaises, des vomissements. On dit beaucoup aux jeunes personnes dans l'adolescence qui ont des douleurs très fortes comme ça, que ce n'est pas normal à partir du moment où on prend un antalgique de palier 1, type paracétamol, ibuprofène, c'est encore beaucoup de douleurs et qu'on doit augmenter. Là, il faut se poser des questions. La douleur n'est pas normale à partir du moment où elle est handicapante, où elle va créer l'absentéisme scolaire, l'absentéisme au travail. Ça, c'est un des premiers symptômes. Après, les douleurs peuvent être aussi pendant l'ovulation, au fur et à mesure du temps et s'installer presque quotidiennement. Mais le premier symptôme, le plus commun, c'est la dysménorrhée, c'est les douleurs pendant les règles. Le deuxième symptôme, ça va être les douleurs pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle la dyspareunie. Et donc, c'est plutôt une dyspareunie qui va être profonde, c'est-à-dire dans le fond vaginal. Elle est rarement primaire, cette dyspareunie. Pendant les premiers rapports, elle n'est pas souvent présente. C'est vraiment comme s'il y avait un hématome dans le fond du vagin qu'on venait taper au niveau de la sensation. C'est comme si on venait toucher un hématome. Et ça peut être primaire, mais c'est rare. Et sinon, ça va s'installer au fur et à mesure du temps. Et parfois, les rapports vont devenir complètement impossibles parce que dès que le fond vaginal va être un petit peu sollicité, que ce soit par un pénis ou par des doigts ou par un jouet, ce sera la même chose, ce ne sera pas possible. Il y a même certaines qui ont des examens gynécologiques très difficiles. Donc voilà, ça c'est le deuxième symptôme de l'endométriose. Ensuite, il y a dans 35% des cas la dysfertilité, donc des problèmes de fertilité. C'est possible d'avoir des enfants, mais des fois c'est difficile. Ça, c'est pas forcément en lien avec
le type de maladie sur son stade ou sa progression, c'est vraiment, voilà, ça peut être un petit peu aléatoire. Il y a aussi tout ce qui va être des dysuries, des difficultés, des douleurs pour uriner et aussi des douleurs à la défécation et tout ce qui va être problème digestif. Des alternances de diarrhée de constipation, par exemple, des ballonnements. Ça, c'est très typique de l'endométriose. Peux-tu me donner des situations que peut vivre une personne qui souffre d'endométriose ? Alors, c'est très difficile parce qu'il y a encore une errance médicale qui est aujourd'hui établie à presque 10 ans. Donc, c'est compliqué d'avoir un bon diagnostic. Je dirais que le plus important, c'est d'avoir le bon les bonnes questions. C'est-à-dire, quand on vient voir son médecin, si on a vraiment des douleurs très très fortes, le médecin devrait pouvoir poser des questions, par exemple, concernant les rapports sexuels. Alors, c'est quand même tabou et beaucoup de médecins ne posent pas ces questions. Mais en un, ce serait le questionnaire. C'est-à-dire, quand est-ce que vous avez mal, qu'est-ce qui vous fait mal, donc est-ce que vous avez des douleurs pendant les rapports, est-ce que vous avez des douleurs quand vous allez à la selle, est-ce que vous avez des alternances de diarrhée de constipation, etc. Est-ce que vous avez des règles trop douloureuses au point de ne pas aller à l'école ou au travail, par exemple. Et ensuite, il y a tout ce qui va être l'imagerie, donc ça va être l'échographie et l'IRM. Donc en première intention, c'est l'échographie, sauf pour les personnes qui n'ont jamais eu de pénétration, parce que souvent c'est des échographies endovaginales, donc pour ces personnes-là, on passe directement à l'IRM. Et voilà. Et après, sinon, c'est très très compliqué, le diagnostic est difficile à poser. Il y a quelques années, on faisait des célioscopies diagnostiques, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Maintenant, la célioscopie est dédiée à la chirurgie, puisque trop opérer, faire une célioscopie, c'est pas anodin, donc on évite de le faire. C'est ça que j'en parle. Si vous tombez sur un médecin qui vous dit on va faire une célioscopie diagnostique, non, il vaut mieux faire une IRM d'abord, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir en célioscopie, par exemple. Et quel impact a cette maladie dans l'intimité des personnes concernées ? Oula, alors il y en a plein. Ça peut être très importante justement pendant les règles, même des fois en dehors des règles. Ça peut venir, parce que moi je t'ai cité les 5 grands symptômes, mais il y a aussi ça peut être des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des cruralgies, des sciatiques, des choses qui peuvent te clouer sur le dièse instantanément. Il peut y avoir des diarrhées aussi très importantes, incontrôlables, dues à l'inflammation, au climat inflammatoire que l'endométriose va générer. Faut savoir en plus que les diarrhées sont toujours augmentées pendant les règles de la prostaglandine. Tu sais, ça vient stimuler et l'utérus et les intestins. Donc, il peut y avoir des diarrhées, il peut y avoir des très grosses douleurs pendant les rapports, mais aussi après les rapports. Parce que il y a l'endométriose, mais il y a aussi une maladie qui s'appelle l'adénomiose. C'est une endométriose qui va être interne au muscle utérin. Et souvent, dans ces cas-là d'adénomiose, il y a beaucoup de douleurs post-orgasmiques ou post-coïtales. Parce que l'utérus va venir se contracter sous l'effet du plaisir, pas que pendant l'orgasme. Donc, certaines personnes peuvent être clouées au lit pendant quelques heures, voire quelques jours après les rapports sexuels. Donc ça, c'est compliqué. Voilà, il y a plein de situations difficile. Après, il y a aussi un gros impact psychologique. La maladie, la douleur constante, ça va créer un isolement physique et social dans la vie. C'est difficile de souffrir tous les jours. Donc voilà, c'est des petites situations comme ça. C'est par exemple, est-ce que tu veux venir à mon mariage ? Oui, non, je ne sais pas. Et puis des fois, les personnes disent non parce qu'elles ne savent pas si elles vont être en capacité d'y aller. C'est refuser certains anniversaires, restaurants, sorties, ou devoir partir précipitamment parce que l'endométriose peut aussi créer des pertes de sang un peu incontrôlées parfois. Donc ça peut être hémorragique tout de suite, donc il faut rentrer. Voilà, c'est des situations comme ça. Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'endométriose fait mal pendant les rapports sexuels ? Alors, il faut savoir que la dyspareunie dans l'endométriose, ça touche entre 50 et 80% des personnes atteintes. Alors, c'est difficile d'avoir un chiffre précis parce qu'il y a toujours ce tabou autour de la sexualité. Et donc, la plupart des personnes à qui on pose la question, des fois, ne répondent pas ou ne répondent pas toujours juste, mais c'est pas forcément volontaire. C'est-à-dire, on leur dit, est-ce que vous avez des douleurs pendant les rapports ? Et elles vont dire non au premier abord. Et ensuite,
par exemple, sur d'autres consultations, on va creuser, on va se rendre compte que si elles ont mal dans certaines positions, mais qu'elles se sont adaptées. Donc, c'est difficile d'avoir un chiffre exact. Au niveau des difficultés que ça peut créer dans l'intimité, au départ, comme j'ai dit, ça va être des douleurs dans le fond vaginal, mais il n'y a pas que ça. Le traitement de l'endométriose, aujourd'hui, parce que c'est une maladie qui est quand même incurable, ce qu'on va donner, ça va être une hormonothérapie en continu, ça peut être une pilule en continu, ou ça peut être une ménopause artificielle qui va être chimique par une injection d'analogue de la GnRH. Ça va créer des pertes de libido, une sécheresse, une atrophie du vagin. Donc, et ça peut aussi potentiellement avoir d'autres effets, type troubles de l'humeur, prise de poids. Et tout ça, ça joue sur la confiance en soi. Et donc, quand on n'est pas bien dans son corps, pas bien dans sa tête, et on n'a juste pas envie de faire l'amour, on s'isole. Et du coup, voilà, il n'y a pas que la douleur pendant les rapports. Il y a aussi toute cette partie, toute cette sphère un peu psychologique qui joue beaucoup. Donc, c'est beaucoup dû au traitement. Et en parallèle de ça, donc en plus des douleurs pendant les rapports, plus on va s'infliger des rapports douloureux, plus le cerveau va se mettre un petit peu, va augmenter son seuil d'alerte et va faire en sorte que cette pénétration ne soit plus possible. Et donc, ça peut créer des dyspareunies, ce qu'on appelle d'intromission, des douleurs à l'entrée du vagin. Donc, pas forcément jusqu'au vaginisme, mais ça peut être des douleurs qui vont être intermittentes. Ça va dépendre des moments du cycle, ça va dépendre si on a repris ou arrêté son traitement. Ça peut dépendre de plein de choses, mais il y a parfois des douleurs aussi à l'entrée et ça peut même déclencher chez certaines des vulvodynies et des vestibulodynies. Parce qu'il y a une contraction et par une appréhension de la douleur et parce que souffrir tout le temps, le corps est tout le temps en souffrance, donc les muscles vont avoir tendance à devenir hypertoniques au niveau de la sphère pelvienne et périnéale. Donc voilà, c'est un très gros bloc en fait, il y a plein de choses. En général, l'endométriose, c'est la face émergée de l'iceberg. Et en fait, quand on va creuser dessous, il y a plein de choses. Et quand les personnes viennent me voir pour l'endométriose, d'ailleurs, je fais des consultations, bilan. C'est vraiment un bilan, en fait, où on parle de tout. Et je pose des questions très, très précises pour savoir exactement comment elles sont, comment elles se sentent, ce qui se passe, si elles ont des douleurs tous les jours, par exemple, c'est logique. Si elles ont des douleurs de règles ou mal au ventre ou mal au dos tous les jours, c'est potentiellement logique qu'elles aient aussi mal à l'entrée du vagin. Alors que ça, c'est pas un symptôme de l'endométriose, mais ça crée une telle hypertonie globale que c'est difficile. Voilà, j'essaie de comprendre tout ça, mais il n'y a pas ça a un impact sur la vie intime en général, finalement. Ça peut impacter plein de points. Donc, c'est ça qui est difficile dans l'endométriose et c'est pour ça que c'est compliqué quand on prend les personnes en charge c'est impossible d'avoir un suivi général. Il faut un suivi très, très personnalisé parce que chaque endométriose est unique. Chaque personne a sa propre sexualité. Et en plus de ça, il y a tout un problème de légitimité. C'est que dans l'endométriose, c'est pas le stade de l'endométriose. Il n'y a pas de corrélation entre le stade et la douleur ressentie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des endométrioses très superficielles, donc qui ne sont pas opérables, ou c'est difficile de les gérer par des traitements qui sont très très douloureuses, très très algiques et très symptomatiques au niveau de l'intimité. Donc ça, c'est difficile à gérer ces personnes-là. La douleur lors des rapports sexuels est l'un des symptômes majeurs chez les patients-patientes atteints d'endométriose. Quels sont les conseils que toi, tu peux donner à ces personnes pour vivre une intimité plus sereine ? Alors, si on parle vraiment de la dyspareunie profonde, vraiment des douleurs dans le fond, moi, en sexothérapie, je mets toujours plusieurs choses en place. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est la pluridisciplinarité dans l'accompagnement, c'est-à-dire souvent, les personnes qui ont des douleurs dans le fond du vagin ont des troubles digestifs, c'est-à-dire des alternances de diarrhée et de constipation. Il faut savoir que la constipation majore beaucoup les douleurs pendant les rapports, puisque c'est une question d'espace en fait. Les selles, ça prend de la place, l'objet pénétrant prend de la place, donc forcément, s'il y a des lésions d'endométriose entre, elles se retrouvent comprimées, donc c'est douloureux. Donc déjà, avoir un suivi en nutrition pour aussi faire baisser l'inflammation et baisser la douleur, et d'avoir un suivi qui va être en kinésithérapie ou ostéopathie pelvienne. Puisque ce qui est douloureux, en fait, dans l'endométriose, ce qui va faire mal dans le fond la plupart du temps, c'est les ligaments utérosacrés. C'est les ligaments qui vont tenir l'utérus entre l'utérus et le sacrum. C'est une localisation qui est très très fréquente dans l'endométriose.
Et la douleur, elle est rarement gérée en hormonothérapie puisque les personnes qui prennent un traitement hormonal, leur douleur, elle est réglée dans 25 à 30% des cas. Donc, c'est pas énorme, ça fait un tiers. Parce que la douleur, elle provient pas seulement du nodule, elle vient aussi beaucoup des adhérences. L'adhérence, elle va créer ce qu'on appelle une perte de mobilité organique. Et ça, il n'y a pas de traitement qui peut régler ça. La seule chose qui va le régler, c'est le mouvement. Donc l'important, c'est de recréer du mouvement dans le fond vaginal. Alors, quand on est une personne et qu'on a un vagin, c'est difficile d'aller chercher le fond vaginal toute seule. Puis c'est difficile aussi de manipuler correctement. Donc il ne faut pas hésiter à se faire aider en ostéopathie et en kiné pelvienne pour justement créer ce mouvement-là. Et pouvoir garder cette souplesse en fait dans le fond. Donc ça, ce serait mes premiers conseils. Et puis se faire accompagner en sexothérapie, puisque il y a forcément une dissociation qui se fait au niveau du corps et de la tête. On essaie d'occulter cette partie qui fait très très mal, parce qu'elle fait pas mal que pendant les rapports, elle fait mal aussi pendant les règles, et parfois pendant l'ovulation, et parfois quand on va aux toilettes. Donc l'important, c'est de renouer et d'essayer de comprendre où est la douleur pour pouvoir mieux appréhender les rapports intimes et érotiques ensuite. D'après toi, quelle position sexuelle est la mieux vécue avec l'endométriose ? Alors oui. Alors moi, c'est une question que je pose toujours, c'est à quel point la pénétration est importante pour vous ? Parce que les personnes qui sont atteintes d'endométriose et qui ont des douleurs pendant la pénétration, beaucoup de médecins leur diront ne pratiquez plus la pénétration. Mais souvent, si elles continuent à en avoir, c'est qu'elles en ont aussi besoin pour avoir du plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de la pénétration pour avoir du plaisir, il ne faut pas le nier. Donc je leur demande toujours à quel point c'est important. Et si c'est très très important, toutes les positions en fait qui ne vont pas solliciter le fond vaginal. Donc souvent, c'est des positions où finalement on va rester très collés l'un à l'autre. Pour que le pénis il reste bien parallèle au corps, ou si c'est un rapport hétérosexuel, ou si c'est avec d'autres choses, il faut toujours essayer de suivre en fait la morphologie du vagin pour que ça vienne mobiliser la face antérieure. Donc toujours essayer de rester parallèle en fait au ventre, si je peux dire. Toutes les positions qui vont solliciter le fond du vagin, type levrette, etc., ça c'est pas trop conseillé. Plutôt la position des cuillères, par exemple, ça marche bien. Tout le monde n'apprécie pas, mais si vous êtes l'un sur l'autre, si la personne qui a l'endométriose est dessous, surtout bien rester collés l'un à l'autre en mode un petit peu câlin, tu vois. Plus vous allez vous redresser, plus l'objet pénétrant va être à la perpendiculaire et plus ça va venir taper en fait dans le fond du vagin, dans le cul-de-sac de Douglas. Du coup, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais moi j'ai été opérée beaucoup. J'ai été opérée 16 fois, même si tu veux tout savoir. J'ai souffert de dyspareunie pendant longtemps. Et en fait, aujourd'hui, j'en souffre encore, clairement, puisque j'ai vraiment changé ma façon de faire l'amour et ma façon de faire pour pouvoir avoir une sexualité épanouie. Si je revenais à mon modèle érotique d'il y a 10 ans, clairement, j'aurais encore mal. Donc, c'est possible de vivre avec une endométriose. Il faut juste prendre les déviations, suivre la vie, essayer de s'adapter. En fait, la vie, c'est ça, on s'adapte constamment. Donc, l'endométriose, c'est pareil, il faut apprendre. Il faut presque... Je dirais que c'était même une chance pour moi, parce que c'est ce qui m'a permis d'apprendre à me connaître vraiment, de m'éloigner d'un chemin classique et d'apprendre à me connaître. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne. Je leur apprends à se découvrir, à se connaître pour pouvoir en profiter d'une manière non douloureuse. Donc, c'est possible. C'est possible de faire plein de choses malgré l'endométriose. C'est pas une étiquette handicap à vie. Il faut en profiter. C'est beau la vie quand même, il faut en profiter. On arrive à la fin de podcast. Quel message, qu'est-ce que tu pourrais dire aux partenaires des personnes qui souffrent de l'endométriose, de cette maladie ? Alors, les partenaires, c'est très difficile parce que déjà, de base, ils sont mis de côté lors de la prise en charge. Et encore plus depuis le Covid, parce que beaucoup de consultations se faisaient un peu à huis clos, on n'avait plus le droit d'amener des accompagnants, etc. Donc c'est très très difficile pour ces personnes parce que
Moi, j'en vois beaucoup qui ont envie de s'impliquer, mais qui ne peuvent pas, parce qu'on leur donne pas la possibilité de le faire. Euh, alors, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'essayer de vous renseigner sur, pas forcément sur Internet, mais il y a plein de livres maintenant sur l'endométriose qui en parlent pour essayer déjà de comprendre le fonctionnement. C'est pas parce que dans l'endométriose, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais un des gros symptômes, c'est la fatigue chronique. Si votre partenaire vous dit qu'il elle est fatigué, c'est vrai, quoi. C'est pas. On pourrait croire que les personnes qui ont l'endométriose de loin, c'est un peu du cinéma, etc. Non, vraiment, c'est une maladie, c'est pas facile à vivre tous les jours. Et même si vous êtes la personne la plus bienveillante au monde, c'est très compliqué de se mettre à la place de quelqu'un. Donc vous pouvez imaginer un petit peu ce que votre partenaire vit, mais vous ne pourrez jamais comprendre vraiment. Donc l'important, c'est d'essayer de vous renseigner vraiment sur la maladie. Des fois, tu vois, je fais des consultations que pour ça. Je reçois le partenaire et je lui explique vraiment l'endométriose et surtout pourquoi ça fait mal. Ça, c'est important. Essayer de comprendre pourquoi ça fait mal et aussi essayer de se déculpabiliser. Parce que c'est pas de votre faute si votre partenaire a mal, c'est pas de votre faute si c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal que votre partenaire n'a pas envie de vous. Voilà, c'est que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Il faut essayer de se déculpabiliser et de vous dire ok, ce n'est pas de ma faute. Et aussi, quand on essaie de contourner un peu le problème de l'endométriose, j'ai beaucoup de partenaires qui me disent non mais moi j'ai trop peur de faire mal. Ben oui, mais quand on fait des essais, parfois ça peut arriver qu'il y ait une petite douleur, qu'il y ait quelque chose, mais c'est aussi un peu le deal, quoi, parce que c'est baliser un chemin, et quand on balise un chemin, parfois c'est pas évident, donc on peut se heurter à des difficultés. Il faut accepter d'avoir ces difficultés-là dans ce parcours pour pouvoir les surmonter. Donc c'est beaucoup d'acceptation et de résilience finalement pour les deux personnes, autant celle qui attend l'endométriose, autant que le partenaire, mais c'est possible. L'important, je dis toujours, le savoir, c'est le pouvoir. Ça vaut pour l'endométriose et pour le reste, pour la sexualité. Si vous voulez vraiment accompagner une personne qui atteint l'endométriose, plus vous allez en savoir sur cette maladie et plus vous allez pouvoir la comprendre et accompagner cette personne au mieux dans sa vie. Et le vivre aussi bien au sein du couple et de la famille, hein, parce que c'est dans l'ignorance que naît l'incompréhension. Hein. Souvent, en plus c'est mon travail maintenant, donc je sais vraiment de quoi je parle, les personnes arrivent en sexothérapie en fin de course, mais vraiment. C'est-à-dire, elles ont essayé avant l'hypnose, la sophrologie. Dans le cadre de l'endométriose, c'est pas tout à fait le bon ordre. C'est-à-dire qu'il y a une vraie raison physique. C'est vraiment pathologique, hein, ces douleurs. Donc, arriver en sexothérapie en fin de course, c'est un peu dommage. Et j'arrive pas toujours à aider les personnes comme je souhaiterais parce que des fois, c'est juste trop tard. Hein, au sein du couple, il y a trop de souffrance, trop d'incompréhension, trop d'années difficiles. La sexualité, c'est pas un tabou. Hein. Vous avez le droit d'avoir du plaisir, vous avez le droit d'en profiter. Et c'est pas parce que les personnes qui ont de l'endométriose sont étiquetées douloureuses qu'elles n'ont pas le droit d'avoir une sexualité épanouie. Souvent, il y a des médecins qui posent la question est-ce que vous avez une sexualité épanouie ? Moi, je vois les personnes en face qui ont presque du mal à dire oui quand c'est le cas. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner et dès le début des douleurs. Ne pas laisser s'installer même l'incompréhension dans le couple, ne pas laisser trop les choses s'installer. Parce que des fois, c'est trop tard. C'est juste ça. Je trouve ça dommage d'attendre la toute fin pour venir consulter un sexologue. Mais je comprends que ce soit difficile, cependant. Merci beaucoup Chloé pour ce témoignage, pour ce partage. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Sin Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sinedensublime.com pour prendre rendez-vous.